Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Corps électoral. Nous nous dirigeons vers un huis clos s'agissant des élections législatives et municipales que le Cameroun va tenir le 9 février 2020. L'opposition en termes de partis politiques porte déjà des plaintes et même des réserves s'agissant de la sincérité de ce processus électoral, arguant que le double scrutin dont il est question devrait être reporté. Et pour le Social Democratic Front, le SDF, eh bien, le PCRN de Cabral Libi Lingwe, lui, estime que ces candidats n'ont pas eu le temps nécessaire. Question, bien entendu, de remplir les actes de candidature portant justement sur ces élections. Et pas pour le MRC, le professeur Maurice Kamto, pour parler du mouvement pour la renaissance du Cameroun, lui a déjà jeté l'éponge. Il a capituler contrairement aux deux formations politiques suscitées. Et justement, cela parce que les élections auront bel et bien lieu. En tout cas, l'affirmation et même les assurances ont été données hier à l'issue d'une communication gouvernementale qui a été tenue par le ministre en charge de la communication, René Emmanuel Sadi, mais également le ministre en charge de l'administration territoriale, pour ne pas parler de Paul Atangandji. On va se faire le point ce soir s'agissant de ce processus électoral. Que faut-il retenir jusqu'ici? Quelles sont les perspectives en termes justement de suite de ce processus électoral? On va faire le point dans un instant avec nos invités qui sont déjà tous installés royalement dans ce studio. Bienvenue à Corps électoral, la suite dans un instant. Et pour parler de nos invités qui sont déjà tous installés, je commence par un élu de la nation, Jean-Simon Ongola, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député RDPC, donc élu de la nation. Vous revenez tout droit de l'hémicycle d'Ngouakele. Que s'est-il passé ce jour de ce côté-là? Nous avons, comme d'habitude, travaillé. Vous savez que nous sommes en pleine session du vote du budget 2020 d'État. Donc également, nous travaillons, nos collègues de la commission de finances travaillent d'arrache-pied sur ce budget, et en même temps nous examinons un certain nombre de lois qui nous sont déposées sur la table de l'Assemblée nationale. Alors pourquoi le budget de l'État du Cameroun est-il en baisse pour l'exercice 2020? Écoutez, les raisons sont évidentes. Je pense qu'il faut avoir un budget réaliste et pragmatique. Vous savez très très bien que la crise internationale et la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont largement grevé le niveau de recettes de l'État. Et ce niveau de recettes a sensiblement diminué. Et je pense qu'il a été judicieux de passer ce budget en baisse de 5%, environ 260 milliards de francs CFA. Ceci était indispensable pour qu'on puisse avoir un budget qui soit en adéquation avec nos réalités économiques. Est-ce que c'est une façon pour l'État du Cameroun d'accepter qu'il y a une situation sécuritaire, on ne peut plus impensable dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui ne devrait pas permettre la tenue des élections? Ce n'est pas à l'État d'accepter qu'il y a une situation sécuritaire. Les faits sont là et les faits le prouvent. Il y a des problèmes sécuritaires dans ces régions du pays. Et je ne pense pas que ce soit l'État qui soit responsable de cette dégradation de la situation. Très bien. Merci d'être venu sur ce plateau ce soir, Jean-Simon Ongola. J'accueille un autre élu, pas de la nation cette fois, mais au niveau local du côté des ECA. Nous sommes dans l'Union Ekele, où la compétition s'annonce âpre s'agissant des élections législatives et municipales. Aladji Baba Garba, monsieur, bonsoir. Vous êtes de l'Union des populations du Cameroun, maire de cette localité. Ça va bien là-bas? Oui. Ça va très bien. L'UPC se porte très bien à Iseka. La confrontation sera rude, comme vous venez de le dire. Face au PCRN de Cabral Libi, vous le ressentez déjà sur le terrain avant la campagne elle-même? Non, c'est un petit frère. Écoutez, l'UPC, c'est... Cabral Libi, c'est un petit frère. Oui, c'est un petit frère. C'est un UPCiste aussi. Il ne peut pas gêner l'UPC en quoi que ce soit. L'UPC est bien implanté. J'accueille maintenant Ilé Kamga. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Justin Pierre. Bonsoir à tous les citoyens qui nous écoutent et qui nous regardent, surtout sur cette télévision, et qui attendent l'alternance, et que nous sommes sûrs qu'elle viendra de toutes les façons. On sait, vous êtes un expert des questions électorales. On ne vous a pas beaucoup vu sur les plateaux de télévision et ou des radios ces temps derniers. C'était quoi le motif?
Ben, il y a de temps en temps un repli et puis il faut s'occuper de ses activités professionnelles. À certains moments, quand on s'est trop dépensé, à un moment donné, on se dit, on prend un peu de recul, on regarde, et puis bon, ben voilà. Et au temps en temps opportun, on revient. Mais entre-temps, Laurent Gisma continue à faire le travail de terrain, et puis donc nous sommes sur le terrain. Je propose de choisir. Il y a deux autres invités. Je voudrais que vous vous mettiez à ma place pour me donner l'occasion d'accueillir l'un avant l'autre, entre le MRC et l'administrateur civil. On peut bien donner cette priorité au MRC d'abord. D'accord. Okala Ebode, bonsoir. Bonsoir, Gislain. Bienvenue sur ce plateau. Trêve de grève au niveau du MRC qui avait convoqué une trêve par rapport à sa communication vis-à-vis de l'opinion publique. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Le moment, nous choisissons nos moments, notre agenda, notre manière de communiquer, simplement. Mais également, vous me donnez rapidement l'occasion de dire que vous avez commencé par un propos tendancieux. Le MRC n'a pas capitulé. Il faut que les gens fassent la différence entre la capitulation et l'appel au boycott. Quand vous dites que le MRC a capitulé, c'est comme si nous manquions de moyens humains, financiers, matériels pour participer à ces élections. Que non, nous avons fait un choix politique au regard de l'actualité nationale et nous avons dit que nous ne participerons pas à ces élections tant que ces conditions ne sont pas réunies. Est-ce que, personnellement, de vous à moi, oui, ne le dites à personne, est-ce que vous êtes content de ce que Maurice Kamto ait annulé la participation du MRC à la dernière minute? C'est une question que je voudrais vous poser pour que vous répondiez. Ce n'est pas une question de sentiment. Il ne s'agit pas de savoir si on est content ou si on ne l'est pas. C'est une question de savoir si nous sommes en cohérence avec notre manière de voir le Cameroun, en cohérence avec notre manière de percevoir la politique, en cohérence avec en cohérence avec notre propre discours, n'est-ce pas? Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de savoir si on est content ou si on n'est pas content. Nous sommes dans une dynamique organisationnelle. L'organisation a fait le choix de ne pas aller à l'élection et son président a porté cette décision du Conseil national qui est à mi-chemin entre deux conventions, simplement. Que dites-vous? Ceux qui expriment des états d'âme, c'est leur problème, mais nous estimons que l'organisation a pris une décision, nous devons la suivre et nous l'appliquons. Que dites-vous à c'est des nouvelles qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Que dites-vous, que répondez-vous à ceux qui estiment que Maurice Kamto a fait un choix stratégique, géostratégique, géopolitique, personnel, au détriment, bien entendu, des velléités, j'allais dire, des ambitions de ses militants? Maurice Kamto a porté le choix du MRC. Il est le porte-parole. Il est celui-là qui préside le destiné du MRC. Et donc, je réitère, les gens ont tendance à faire croire qu'il y a une tendance, permettez-moi la répétition, autocratique au MRC, que non. Nous disons que le Conseil national s'est réuni, il a fait le choix d'aller au boycott et le porte-étendard du MRC a porté cette parole. C'est simplement ça. Et c'est ceux qui cherchent la petite bête, qui veulent toujours trouver quelque chose à dire contre le MRC, qui font courir. Vous avez dit les réseaux sociaux, vous savez, il y a du tout venant dans les réseaux sociaux, il y a du sérieux, du pas sérieux, du moins sérieux, du pas sérieux du tout, simplement. Bienvenue sur ce plateau, mais je voudrais que vous disiez bonsoir à Célestin Djamène, qui est du côté de Douala. Ah, je dis bonsoir à tout le monde. Non, je dis Célestin Djamène. Du MSC qui nous font le plaisir de nous suivre ici ce soir. Non, je vous recommande de dire bonsoir à Célestin Djamène. Vous ne me posez pas de dire bonsoir à une personne particulière. J'ai des amitiés. Au-delà de la politique, il y a des amis. Je dis bonsoir à tous mes amis. Je dis bonsoir à mes Donc vous n'êtes pas l'ami de Célestin Djamène. Mes collègues du directoire du MSC, je dis bonsoir aux militants du MSC qui nous suivent ce soir. Je dis bonsoir aux Camerounais, simplement. Dites bonsoir à votre épouse. Ah, j'ai dit bonsoir à tout le monde. Vous refusez manifestement de dire bonsoir à Célestin Djamène qui nous écoute et qui nous regarde du côté de Douala. Non, je voudrais que cela sorte de votre bouche, mais enfin. J'accueille maintenant Valère Bertrand Bessala. Monsieur, bonsoir. Bonsoir Gislain, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Très content d'être une fois de plus parmi vous. Administrateur civil à vie, mais entre-temps leader de parti politique, Jouvence. Oui. Alors, la question que j'ai reçue lorsque j'ai annoncé cette émission dans un certain nombre de réseaux, c'est comment peut-on être administrateur civil et leader d'un parti politique, entre guillemets, de l'opposition? C'est une question qui est récurrente. Peut-être il faut aussi poser cette question au ministre Bello Maïgari ou au ministre Garga Manadji. Donc, je suis administrateur civil. Je ne suis pas exclu de l'expression des libertés, notamment la liberté politique ou la liberté de militer.
Donc, je ne porte pas une casquette. Je suis certes peut-être dans la préfectorale, mais je ne suis pas dans le commandement direct, puisqu'en fait, le sous-préfet ne peut pas être membre ou président d'un parti politique. Donc, je l'ai été dans le passé. Maintenant, je suis déjà dans ce qu'on appelle le commandement indirect, dans le staff. Donc, en tant qu'inspecteur régional chargé de l'administration préfectorale, je peux me le permettre. Bien entendu. Et quitte maintenant l'administration de tirer les conclusions le moment venu par un décret ou par un arrêté. Voilà. On vous accueille, j'ai envie de dire, le cœur enflammé de joie. Il est Kanga, quand Okala Ebode parlait tout à l'heure, vous aviez des hic et des tics. Sur quoi? Pourquoi est-ce que vous essayez de lire des hic et des tics là? Je ne sais pas sur quoi, sur quel sujet. Donc vous étiez content de tout ce qu'il disait. Je ne sais pas être content. Que vous aviez des récriminations à faire. Il représente un parti politique qui est le MRC, qui a ses positions et qui assument très bien leurs positions. Pourquoi ça devrait me faire poser problème? Très bien. Alors, je commence par vous, Jean-Simon Ongola. Le RDPC, ça brûle à la base, dans certains cas où les militants revendiquent les listes qui ont été investies par elle, cette base-là, au détriment de laquelle vous avez investi au RDPC certains autres candidats qui ne sont pas encore connus, parce que les listes ne sont pas publiées par Elections Cameroun et l'ECAM, dont on sait que le conseil électoral est à pied d'œuvre. Mais est-ce que vous avez le sentiment au niveau du RDPC que les personnalités que le public, la base recommandait, ont été finalement investies? On a le cas de votre collègue, l'un de vos collègues, Gaston Komba, du côté du Mungo. Est-ce que c'est un peu le sentiment qui anime les militants du RDPC aujourd'hui, cette frustration? Je pense que le processus d'investiture des partis et des candidats au RDPC a obéi à la lettre et à l'esprit d'une circulaire du président national du RDPC. Cette circulaire a donné lieu à de multiples interprétations. Vous avez des localités ou des circonscriptions où les choses sont passées dans l'esprit de la circulaire. Il y a des localités où les choix ont été contestés, ou ont semblé moins judicieux. Dans tous les cas de figure, quand il s'agit d'investiture, vous ne pouvez pas contenter tout le monde. Il y a peut-être des mécontentements, mais je pense que l'essentiel du travail a été fait. Il était question de pouvoir choisir ceux des militants qui pourraient le mieux représenter le parti lors d'une élection. C'est ce qui a été fait. Et je ne dis pas que tout a été bon, mais je pense que compte tenu du maillage national du RDPC, ce n'était pas une tâche facile. Ils s'en sont acquittés avec une marge d'erreur qui est tout à fait acceptable. Bertrand Valère Bessala, je voudrais vous convoquer sur ce sujet-là. La thématique de cette émission, c'est est-ce qu'on se dirige vers un huis clos au regard de la position du MRC qui a, je ne vais pas répéter le mot capitulé, puisque Okala Ebode estime que ce n'est pas une capitulation, c'est plutôt un désistement. Est-ce que vous avez l'impression qu'après le désistement du MRC, il y a cette posture du SDF qui menace de boycotter au cas où les conditions sécuritaires ne sont pas respectées dans le nord-ouest et le sud-ouest? Il y a cette posture du PCRN de Kabali Bilingwe. Est-ce que vous avez l'impression qu'on court droit vers ce qu'il est convenu d'appeler un huis clos? Non, nous ne courons pas droit au mur. Je crois que... Je parle de huis clos. Oui, ce que vous appelez huis clos, moi je l'appelle un mur. Donc, non, on ne peut pas annuler les élections parce que un parti a décidé de ne pas aller, de ne pas y aller. Vraiment, je crois qu'il faut que nous recentrions les choses. Alors, il y a depuis une année, déjà plus de 12 mois, le MRC est devenu le parti le plus populaire sur le plan de la communication et a donné l'impression qu'il est le premier parti. Je suis d'accord avec vous sur le plan de la communication. Mais en fait, premier parti d'opposition, je vais préciser. Mais le premier parti d'opposition, en fait, reste toujours le SDF. Il ne faut pas qu'on se trompe. Parce qu'en fait, matériellement, c'est lui qui est en fait implanté encore, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit sur le terrain, le local, en termes d'élus dans les mairies. Donc, il faut que nous procédions d'abord à ce distinguo-là. Donc, alors, ce n'est pas parce qu'un parti a fait tellement de bruit toute l'année et qu'il décide de ne pas aller aux élections, et peut-être ce n'est pas aussi parce que... Vous avez dit bruit. Oui, moi j'appelle ça du bruit parce que si le MRC était allé aux élections, avait vraiment décidé d'aller aux élections, ce ne serait plus des bruits, parce qu'il faut traduire le bruit en matérialité. Parce que c'est ça le véritable souci. Et c'est là où moi, à mon niveau et dans notre petit parti, le Poussé Jouvence, nous sommes déçus.
Parce qu'en fait, vous savez, la logique de l'opposition est une logique d'ensemble. Même si quand on va aux élections législatives et municipales, chacun essaye de se frayer une place. Mais il y a quand même que, comme nous sommes assis d'ailleurs, comme vous nous avez disposé, vous voyez qu'en face, il y a le parti au pouvoir, et de l'autre côté, donc il y a cette logique qui doit toujours être dynamisée en politique. Donc, quelle que soit l'action qu'ils ont eu à mener toute l'année, elle devait profiter à toute l'opposition. Parce que si le MRC était allé aux élections sur 360 communes et que le MRC avait réussi à en prendre 100, peut-être les autres petits partis, quelques autres communes, quand on ferait les statistiques de l'opposition, on ne compterait pas forcément MRC à part et tout, on compterait l'opposition dans l'ensemble. Une fois qu'ils se désistent, ça crée quand même un grand vide pour les autres partis qui n'ont pas toujours leurs moyens. Vous voyez? Donc c'est là où moi je suis déçu. Et c'est pour ça que je dis que c'est une grande déception pour nous autres. Parce que l'esprit d'ensemble de déboulonner le parti au pouvoir sur le terrain sera un peu ramolli par ce désistement. Pour aller plus loin et vous dire que aujourd'hui, quand le MRC décide de désister au niveau des élections législatives et municipales de février 2020, nous posons une grille analytique en 2 volets. Par exemple, je vais prendre comme cela. Professeur Maurice Kamto, vous l'avez dit tout à l'heure, a décidé, ça c'est une équation personnelle. Parce que vous n'allez pas vous imaginer que des enfants qui l'ont soutenu toute une année durant, qui ont parfois laissé parents, maisons et tout, pour se mettre en insécurité. D'autres ont fait la prison, ainsi de suite, et vous décidez de ne pas le faire. Je veux bien comprendre que des gens disent que non, vraiment c'est une décision salutaire, ainsi de suite, mais on ne fait pas de chantage à l'État. Vous avez parlé des autres, par exemple du PCRN et du SDF. Non, ce ne sont que des opportunistes. Le MRC a ouvert une voie. Alors pour ceux qui ont pensé que comme le MRC ne participe pas aux élections, voilà des sièges qui s'ouvrent, des opportunités qui s'ouvrent sur le terrain. Alors on demande à l'État, notamment à l'ECAM, de leur donner des prorogations pour qu'ils puissent soit compléter les listes qu'ils n'ont pas pu déposer, soit alors en faire de nouvelles pour être présents là où ils n'auraient jamais pensé être présents, c'est-à-dire en termes de récupération de tous ces militants du MRC mécontents et qui seraient peut-être décidés à aller aux élections sous la bannière d'autres partis. Donc c'est de l'opportunisme pur. Mais je reste sur la logique selon laquelle le MRC a vraiment posé un acte très décevant pour l'opposition. Et la jeunesse aujourd'hui que nous voulons représenter et que nous voulons porter au pouvoir voudrait vraiment que l'opposition soit encore un peu plus sérieuse, non seulement à travers ses leaders, mais aussi à travers ses stratégies. Alors, au Calaboré, déception exprimée par un parti politique de l'opposition. Je viens d'entendre un long réquisitoire d'un opposant de l'opposition contre le MRC. J'aurais été surpris agréablement qu'il n'y ait pas ce type d'attitude sur ce plateau. Et au-delà de ce réquisitoire, je suis impressionné par l'inquiétude de M. Bessala. Il est plus inquiet que les militants du MRC. Il devait davantage s'inquiéter des militants de son parti, de l'avenir de son parti. Je ne comprends pas cet intérêt pour ce que le MRC fait. Parce qu'en même temps, M. Bessala nous dénie le leadership de l'opposition, mais veut nous imposer une dynamique d'ensemble. C'est également curieux et c'est paradoxal. Et c'est curieux, c'est paradoxal parce que les gens sont plus intéressés par ce qui se passe au MRC que par ce qui se passe dans leurs appareils. Peut-être parce que vous portez l'étendard au niveau de la communication politique au Cameroun. Oui, nous portons l'étendard parce que, effectivement, nous avons raison et que ce que nous faisons, c'est ce que l'opposition aurait dû faire depuis bien longtemps et que les gens n'ont pas fait. Et ils sont aujourd'hui impressionnés par ce que nous faisons. Nous, dans la sociologie, il y a ce qu'on appelle la déviance. Et là, ils nous prennent pour des déviants alors que c'est eux les déviants. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le travail qu'ils étaient censés faire, ils l'ont abandonné. Au lieu de faire le travail qu'ils sont censés faire, ils ne s'inscrivent pas dans cette dynamique, mais croient que le MRC va faire ce travail à leur place. Non, le MRC fait sa part. Et nous assumons d'ailleurs, il est Kamga qui était sur ce plateau, et qui connaît bien ces choses-là, a dit que le MRC fait sa part et l'assume très bien. Nous faisons notre part et nous l'assumons très bien. Nous attendons à ce que l'adversaire du MRC soit le RDPC et non un parti politique dit de l'opposition. Parce que jusque-là, le discours de M. Bessala, c'est le discours d'un administrateur civil, ce n'est pas le discours d'un opposant, d'un leader de parti politique d'opposition. Et c'est ça qui est inquiétant. À quel moment devient-on opposant? Non, je doute que M. Bessala devienne un jour opposant, simplement. Un opposant, c'est celui qui refuse d'aller aux élections. Non, un opposant c'est celui qui fait les marches. Qui travaille, effectivement. Il y a des activités qu'un parti politique doit mener normalement. Et
c'est pas à moi de définir ce que c'est qu'un opposant. Nous faisons notre part parce que nous estimons que ceux qui tiennent les leviers du pouvoir aujourd'hui, même si c'est dans une dynamique de coup d'État, parce que depuis le 7 octobre, le RDPC est dans une logique de coup d'État, n'est-ce pas, pour avoir volé, arraché, usurpé la victoire de professeur Maurice Kamto, qui a gagné cette élection. Et donc, de ce point de vue, nous, notre adversaire, c'est le RDPC. Et ce n'est pas ces partis politiques-là qui s'agrippent, qui veulent vivre en parlant simplement ou en singeant le pouvoir pour taper sur le MRC. Donc, c'est simplement ce que je veux dire sur la question. Donc, après, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Mais le MRC n'est pas comptable de leurs errements. Très bien. Jean-Simon Ngola, je voulais donner la parole à Ile Kamga, mais vous avez exigé à répondre à un certain nombre de préoccupations. Je pense pourquoi vous avez fait le coup d'État au MRC? Merci à Hilaire de me permettre de prendre son tour. Mais je viens d'entendre des allégations d'une gravité extrême. Que le MRC n'aille pas aux élections, c'est son droit le plus absolu. Cela fait partie de ses choix stratégiques. Merci de le comprendre. Et c'est un parti qui l'assume. Mais vous savez, j'ai assisté à une véritable leçon de techno-démagogie et populiste hier sur une chaîne concurrente, dimanche soir, sur une chaîne concurrente. Je pense que la posture du MRC, qui s'entête de continuer à dire que le professeur Kamto a gagné la dernière élection présidentielle, est une posture tout à fait subversive. Et je vais vous rappeler, à toute fin utile, que le Cameroun a connu de nombreuses crises depuis son indépendance. Et que déclarer qu'on est président de la République, qu'on a été élu, en dépit des arrêts de la Cour du Cameroun, le Conseil constitutionnel, est un acte de subversion. N'eût été la très grande tolérance du président Paul Biya, je pense que le leader qu'il déclare doit tomber sur le coup des ordonnances de 1962. Bienvenue la dictature. Il s'agit d'une attitude de subversion avérée qui n'est pas acceptable. L'ordonnance 62 a été abrogée, il me semble. Je vais vous raconter une histoire qui va... L'ordonnance 62 a été abrogée. Non, pas du tout. Déjà, c'est abrogé. Pour un député de la nation, c'est quand même inquiétant. Je voudrais pas savoir que l'ordonnance 62 a été abrogée. Je voudrais vous dire que j'ai rencontré cette semaine même des diplomates en poste à Yaoundé. Oui. Qui ne sont pas suspectés de... Mais retirez quand même ce que vous avez dit. S'il vous plaît, laissez-moi. Que l'ordonnance n'a pas été abrogée. Laissez-moi finir. Abrogée en 90. Et remplacée par la loi de 90. Non, remplacée par la loi de 90. Les dispositions sur la subversion, nous allons en discuter. Laissez-moi finir. J'ai rencontré cette semaine même des diplomates étrangers en poste à Yaoundé qui ne sont pas complaisants vis-à-vis du régime. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit que lorsqu'ils ont rencontré le professeur Maurice Kamto, ils ont été séduits par la puissance de sa démonstration intellectuelle, mais qu'ils n'ont plus rien compris dans cette histoire de président élu. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas ce qu'il y a à dire. Ce que je voulais dire, et je voudrais rejoindre un de ces... Et maintenant, pour répondre à ma question... Prédécesseur, je voudrais vous dire que dans cette affaire de président élu, le professeur a été déshabillé par le politique. Très bien. Et pour revenir à ma question, il estime qu'il y a eu... Monsieur Okala Ebodé, je vous en prie. Okala Ebodé a clairement indiqué que vous êtes dans un coup d'État depuis l'élection présidentielle d'octobre 2018. Mais c'est une posture absolument inacceptable. C'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Ile Kamga, est-ce que vous avez l'impression en tant qu'expert des questions électorales que le processus suit son cours normal? Mais d'abord, il faut faire une précision. Là, on va parler... de droit électoral de manière claire, hein, et puis en questionnant en même temps l'historicité des élections et la sociologie électorale au Cameroun. Là, on va dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, à la réalité. Le Cameroun, au niveau de l'historicité, a connu beaucoup d'autres élections où les acteurs qui avaient un certain leadership ont décidé de ne pas participer. Il vous souvient quand même qu'en 1992,
à cause toujours du système électoral, c'est-à-dire des lois électorales qui n'étaient pas bonnes, les partis politiques qui avaient pignon sur rue ont décidé de ne pas aller aux élections, législatives et municipales. Et il y en a qui ont tiré leur épingle de jeu, d'autres partis politiques comme l'UNDP, l'UPC, le MDR et tout ça, les partis qui en temps normal, par rapport à l'élan populaire qui était en faveur du SDF et d'autres forces, n'auraient jamais pu gagner un certain nombre de sièges autant. Et M. Biya continue à gouverner avec ce Parlement belge, il a négocié avec les députés du MDR et il a gouverné quand même. Même si on n'est pas dans un régime parlementaire, il savait quand même que s'il n'avait pas une majorité parlementaire, M. Biya-Paul ne pouvait pas réussir à faire passer des lois au niveau du Parlement. Donc il l'a fait. Dans la même euphorie, après l'élection de 92, vous le savez très bien, que l'élection qui a été gagnée par l'Union pour le changement, d'après son candidat, M. Frondi, en fait, même si la Cour suprême de l'époque avait déclaré M. Biya-Paul vainqueur, on savait que l'élan populaire avait permis à M. Frondi de gagner cette élection. Et sur la base de cet élan populaire, Frondi a estimé qu'il n'était pas intéressant, parce qu'en fait, il faut pas oublier que l'arrêt rendu par M. Ndipanda Mwele, sur au moins 13 des pages, mettait à nu le système électoral et le droit électoral, les lois électorales camerounaises montraient qu'en fait c'était une loi essentiellement conflictogène qui ne pouvait que produire des résultats contestés et qui ne pouvait pas permettre d'avoir un président légitime. Donc sur la base de cet arrêt et de la réalité justement du droit électoral camerounais à l'époque, Frondi et les forces du changement ont décidé de ne pas aller aux élections, à l'élection présidentielle de 1997. Et M. Biya-Paul est quand même allé à son élection, l'a gagné avec 80... Je vous propose une appellation, Paul Biya. Non, M. Biya-Paul, c'est son nom, il ne l'a jamais contesté. Il n'y a pas de raison de me donner une autre appellation, de me donner... Parce que depuis qu'on a lancé cette émission, je vous appelle Hilaire Kamga. Comme vous voulez. Vous souhaitez que ce soit Kamga Hilaire? Hilaire Kamga, c'est mon nom, citoyen Hilaire Kamga, je n'ai pas de problème. D'accord. Donc on ne va pas réinventer la roue. Vous n'avez jamais entendu dans certains pays qui sont sérieux, on va dire, messieurs, son excellence, Trump ou Macron, ou je ne sais pas quoi encore. Vraiment, évitez-nous tout ça. Parlons du système électoral camerounais. Et donc, je voulais dire que la réalité ou l'histoire des boycotts des élections est connue dans le système électoral camerounais. Et M. Biya-Paul, dans sa posture dictatoriale, n'est pas toujours très... C'est pas audible pour lui, hein, c'est pas audible. Donc il préfère s'entêter, comme on le voit. Et maintenant, les partis politiques, pour certains, je cite jamais de partis politiques en dehors du RDPC, pour ceux des partis ou des leaders politiques qui ont décidé de demander quand même, pour certains, des prorogations, ou alors de soumettre, de conditionner leur participation à l'arrêt, je sais pas, de crise ou de Boko Haram ou de Nord-Ouest, je sais pas. Ça, c'est quand même, excusez-moi, pour certains, il y a un peu d'hérésie juridique à la réalité, parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui vous permettre de demander, par exemple, à un organe comme Élections Cameroun, surtout le Conseil électoral d'Élections Cameroun, parce qu'il ne faut jamais oublier que Élections Cameroun est considéré comme un organe, mais c'est en fait deux organes dans un. Hein, sans qu'il y ait quand même un rapport transcendantal qui montrait que tel domine l'autre à la réalité. C'est ça, on peut le démontrer. Donc, vous ne pouvez pas demander au Conseil électoral d'Élections Cameroun de vous donner des jours supplémentaires, parce que le droit électoral camerounais ne permet pas à cet organe-là d'ajouter, comme je l'ai rappelé dans d'autres cas, même une seule minute. Ce faisant, il serait totalement hors la loi à la réalité. Or, l'article 10 de ce qui tient lieu de code électoral, parce qu'il faut noter encore que là, nous n'avons pas un vrai code électoral au Cameroun, c'est une insulte aux juristes camerounais, je l'ai rappelé. Code électoral quand même? En fait, ce qui tient lieu de code électoral au Cameroun, en son article 10, précise la première mission centrale d'élection du Conseil électoral, qui est celle de, permettez-moi, de veiller à l'application de la loi électorale. Il veille à l'application. Cet organe n'a donc pas compétence pour créer le droit électoral. Parce qu'il faut noter que la Constitution du droit électoral, c'est trois foyers qui le créent, c'est-à-dire le foyer législatif, réglementaire et jurisprudentiel. Donc, il n'est dans aucun de ces foyers-là. Et même quand il serait dans un foyer infraréglementaire, c'est-à-dire il crée à travers ses décisions des textes infraréglementaires, ces textes ne sauraient jamais être au-dessus d'une loi, c'est-à-dire du foyer législatif, à la réalité. Donc, il ne peut pas se permettre de corriger ce qui est fait par la loi. Le seul capable de le faire, et c'est vers là où certains auraient pu décider leur revendication de prorogation de quelque chose, à M. Biya-Paul. Mais même là, encore en tant que président de la République, il n'a pas compétence pour effectivement donner des jours supplémentaires, parce que lui, il promulgue des lois, mais il ne fait pas la loi à la réalité. M. Biya, il ne peut agir que par décret. Donc les actes par lesquels il agit sont les actes...
Sauf à penser à une ordonnance qui est quand même... Non, pour qu'il en arrive à l'ordonnance... Une station du président de la République dans le domaine de la loi. Vous savez que c'est des mécanismes assez spécifiques. Et même pour arriver, je l'ai rappelé dans d'autres circonstances, pour que M. Biapol agisse sur le processus électoral maintenant, ce n'est pas une ordonnance classique. À la réalité, il va se servir des prérogatives qu'il a de par la Constitution pour agir sur la loi. Et ces prérogatives, c'est quoi? L'article 9 de la Constitution. À ce moment-là, il va décréter peut-être l'état d'exception ou d'urgence. Il va justifier que le pays traverse une crise grave. Et dans ces conditions-là, il peut légiférer par ordonnance. En parenthèse, donc de ce point de vue, ces partis politiques ont tout faux de faire ce chantage politique à la réalité. Et puis, on doit comprendre que ceux qui ont décidé d'aller aux élections, qu'ils y aillent. Et que ceux qui ont décidé de ne pas y aller, qu'on les respecte dans leur position. Mais en tout état de cause, il y aura bien et bien élection le 9 février. Tout à fait. J'entre par votre sortie, Ilain Kambra, Aladji Baba Garba. Alors, la position officielle de l'UPC, c'est aller aux élections en respectant les institutions de la République. Est-ce que vous faites là le dos rond à ces partis politiques qui estiment qu'il y a des choses à revoir, le code électoral, qui aurait dû être revu préalablement, mais également pour ce qui est du PCRN, un délai de prorogation pour que les candidatures soient complètes et ainsi adressées à Elections Cameroun. L'UPC ira aux élections. Nous avons tenu une réunion que j'ai présidée. Nous avons fait des listes. Et je rappelle que vous êtes président du comité directeur. Tout à fait. Et par des critères objectifs, nous avons choisi nos candidats et l'UPC ira aux élections. Par contre, au sujet de l'actualité de l'heure, certains partis ont décidé de ne pas aller aux élections. Ils ont boycotté, disent-ils. Écoutez, l'unité de mesure d'un parti politique, c'est les élus. Un parti politique, ne vous fiez pas à la masse. Je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Seuls les élus peuvent faire la force d'un parti politique. Tant qu'un parti politique n'a pas d'élus, il a beau amasser des masses, il a beau faire des marches, ça ne sert absolument à rien. Vous vous adressez au MRC? Non, je ne m'adresse à personne. Refuser d'aller aux élections en tenant compte du code électoral aujourd'hui, ça veut dire quoi? La conséquence, c'est que les élections futures, ils n'iront pas. Je vais parler des régionales et même des présidentielles. Et lorsqu'on a une ambition présidentielle et qu'on n'a pas d'élus, on ne peut pas se présenter à une élection présidentielle. Donc je ne sais pas s'ils voient ce risque-là. Malgré tout ça, ils décident de ne pas aller aux élections. Bon, c'est leur choix. Vous l'avez dit sur le plateau. Mais c'est une entorse quand même sur la démocratie de ne pas voir certains partis qui font du bruit ne pas aller aux élections régionales futures et présidentielles futures. Vous dites que le MRC fait le bruit? Je n'ai pas cité un parti, s'il vous plaît. Ne me prêtez pas des intentions. Vous comprenez? L'UPC, parlez-moi de l'UPC, je vous parlerai de ce que je sais de mon parti. Mais ne me donnez pas vos intentions. L'UPC ira aux élections et l'UPC est un parti républicain. Nous sommes décidés à être présents dans toutes les institutions de la République. Nous irons aux élections. Ceux qui n'y vont pas, c'est leur affaire. Jean Semongola, avant de vous donner la parole, je voudrais la passer au Calais Bodé. Monsieur, est-ce que le MRC disparaît de la scène de la compétition politique, puisque on relève là quelques conditionnalités au regard de la loi camerounaise, à savoir que pour faire acte de candidature à une élection présidentielle, il faut que le candidat soit investi par un parti qui a des élus. Maintenant que le MRC n'ira pas aux élections, est-ce qu'on peut se dire, d'ici à 7 ans, il n'y aura pas de MRC sur la scène de la compétition politique camerounaise? Vous faites de la futurologie. C'est de la futurologie. Donc, je crois que c'est la lettre, la loi et l'esprit aussi. Hein? Oui, le code électoral n'est pas gravé sur du marbre. C'est justement pourquoi nous estimons, entre autres revendications, qu'il faut d'abord corriger le système électoral. Nous sommes même au-delà du simple code électoral. Nous sommes dans l'amélioration, dans la modification consensuelle du système électoral, c'est-à-dire
de la Constitution, parce que quelqu'un a ici évoqué le code électoral. Quoique j'ai lu dans la communication de deux ministres qui étaient en panique hier, j'ai lu dans leur communication, ils évoquaient l'article 170 qui dit qu'on ne peut pas arrêter. Et je note que le code électoral n'est pas gravé sur du marbre et qu'il n'est pas au-dessus de la Constitution. Parce qu'il y a des dispositions dans la Constitution qu'il faut également améliorer, notamment l'âge électoral et d'autres dispositions. Donc, ceux qui croient que le MRC s'est tiré une balle dans le pied, ils sont gentils de penser à nous, mais il vaut mieux qu'ils pensent davantage à leur parti politique. Et je doute que certains partis ici, du temps de leurs fondateurs, de leurs illustres fondateurs, il y aurait eu des compromissions comme celles qu'on voit aujourd'hui avec le pouvoir en place. Si Oumniobé avait pensé à son petit confort individuel, il aurait été Premier ministre, n'est-ce pas? Bien avant Mbida, bien avant Aïdjo. Et donc, de ce point de vue, les gens, les tenants de ce parti n'ont pas de leçons à donner. Parce que si le Cameroun est dans cette situation aujourd'hui, parce qu'ils ont dévoyé, n'est-ce pas, l'esprit et la lettre de ce que les pères fondateurs, les grands nationalistes qui ont donné de leur sang, qui se sont sacrifiés pour ce pays, ont fait. Et donc, pour eux, à partir de cette intervention, de leur attitude, je pense plutôt à une deuxième mort de ces grands héros. Ils se retournent aujourd'hui dans leur tombe et se demandent, mais bon Dieu, qu'est-ce que vous nous avez donné comme héritier? Ça, c'est une chose. L'autre chose, pour répondre à l'honorable Jean-Simon Ouga qui se trompe sur les lois, étant honorable quand même, que M. Biya a été désigné par le Conseil constitutionnel, n'a pas été élu par les Camerounais. C'est pourquoi je parle de coup d'État. Et quand je parle de modification du système électoral, je parle de la Constitution, je parle également du Conseil constitutionnel, qu'il faut revoir de fond encore. Et quand on parle du système de refonte, de révision du système électoral, il y a le Conseil électoral. On ne peut pas commencer le processus électoral dans les commissions communales de révision de liste électorale avec les partis politiques. Au niveau de la commission, au niveau du Conseil électoral, ces partis politiques disparaissent. Ou du moins, il ne reste que le RDPC est affilié. Il faut diversifier avec les partis politiques qui participent de manière dynamique, n'est-ce pas, au processus électoral. Il n'est pas acceptable qu'au Conseil électoral, on retrouve un Conseil électoral monopartique ou alors un peu coloré, comme je l'ai vu aujourd'hui. J'ai eu le bonheur de passer à Elekam aujourd'hui et je les ai trouvés en train de travailler. J'ai trouvé un petit individu de l'UDC plongé parmi les militants du RDPC en train de compulser les dossiers. Non, nous ne pouvons pas continuer à accepter. Et nous disons, la révision du système électoral est l'une des conditions pour lesquelles nous choisissons de boycotter ces élections. La deuxième condition, on pourrait peut-être en parler, et je ne crois pas que ce soit le cas, mais vous me donnez l'occasion d'évoquer. En 30 secondes, oui. C'est la situation sécuritaire. Et fort heureusement, l'honorable Jean-Simon Ongola a eu l'honnêteté de reconnaître que le Cameroun connaît une situation sécuritaire volatile. Et nous ne pouvons pas aller... Tout le Cameroun ou deux de ces régions? Le Cameroun, 3 régions ont été reconnues comme financièrement sinistrées. L'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. Ça, c'est le pouvoir lui-même qui dit ça. Maintenant, s'il faut faire la cartographie sécuritaire du Cameroun, il me semble qu'il n'y ait que le centre et le sud qui ne soient pas touchés par les questions sécuritaires. Mais tout l'ensemble et les autres 8 régions du Cameroun sont placées dans des situations extrêmement conflictuelles. Et permettez-moi de terminer en disant que lorsqu'on parle du système électoral et lorsqu'on parle de la crise au nord-ouest et au sud-ouest, n'est-ce pas, ces deux faits sont extrêmement, de manière inextricablement liés. Vous ne pouvez pas faire un système électoral alors que nous sommes dans une crise sécurité au Nozo et vous ne pouvez pas penser résoudre la crise au Nozo sans penser, n'est-ce pas, à résoudre la question du système électoral. Parce que si vous avez résolu la crise au Nozo et que les gens ne peuvent pas choisir les élus qui peuvent les représenter, les gens qui sont l'émanation de leur expression, le problème demeure le même. Vous ne pouvez pas faire le code électoral, le système électoral, sans résoudre le problème, parce que si vous l'avez fait et qu'il n'est pas applicable au NOZO, vous n'avez pas résolu le problème. C'est pourquoi nous disons les deux questions sont de manière intimement liées. 30 secondes pour Ile Kamga, avant de donner la parole à Valère Bertrand de Sala. En 30 secondes, vraiment, vous voulez ajouter un peu de l'eau à son moulin? Oui, sur 2 éléments. Ajouter de l'eau, c'est-à-dire pour rappeler que la question du système électoral qui est inopérationnel, il relevait le Conseil électoral. Mais il faut noter qu'encore là, on est avec ce système électoral sur lequel j'ai énormément écrit, on est dans une vaste escroquerie. Parce qu'on dit qu'elle est comme gère le processus électoral, dans le système électoral camerounais. À la réalité, c'est la plus grosse escroquerie juridico-politique qu'on ait jamais connue dans un système. Parce que quand vous analysez le système, vous vous rendez compte que le pouvoir d'élection du Cameroun s'arrête à la commission communale de vote.
à partir de la commission, au-dessus de la commission communale, Élections Cameroun devient un acteur du processus électoral qui n'a même pas une posture transcendantale. Donc on est là en pleine imposture à la réalité, du point de vue technique. Donc ça c'est un premier élément qu'il faut voir. Il dit que le pouvoir d'Élections Cameroun, du point de vue transcendantal, s'arrête à la commission communale de vote. Donc au niveau de la commission départementale, nationale et autres, il n'y a plus d'Élections Cameroun dans une posture transcendantale. Donc Élections Cameroun ne peut même pas répondre des élections. Lui qui est supposé être l'organisateur principal de l'ensemble des élections. Ça, c'est un premier élément. Bon, le deuxième élément, c'est que je voulais justement confirmer ce que Okala vient de dire, c'est-à-dire que nous l'avions dit en juillet 2018, lorsque je retirais ma candidature, on ne peut pas aller aux élections avec le nord-ouest et le sud-ouest en crise, avec les centaines de morts qu'il y a là-bas. On ne peut pas aller aux élections avec un code électoral tel qu'il était à ce moment-là, sauf si on créait une masse critique électorale suffisante. Et donc le MRC a totalement raison de reposer les mêmes problèmes sur la table aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des problèmes fondamentaux. Bon, maintenant, est-ce que les élections locales sont la même chose que l'élection nationale? Question, grosso modo, vous allez apporter des éléments de réponse tout à l'heure. Le temps de donner la parole à Valère Bertrand Bessala. Alors, l'une des préoccupations, revendications, on va dire, sine qua non, en amont d'ailleurs, c'est qu'il faut changer le code électoral et le code électoral. Et au-delà du code électoral, la loi fondamentale, la Constitution. Mais la question quand même, c'est maintenant que le MRC et d'autres partis politiques qui menacent d'ailleurs de ne pas participer à ces élections n'auront pas d'élus au niveau du Parlement, à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. Alors, qui pour élire des gens qui vont participer à la modification de l'ordonnancement juridique? Quand vous posez cette question, c'est comme si le peuple camerounais aura disparu. Mais puisque le MRC décide de ne pas y aller, il y a l'UPC qui ira, il y a mon petit parti qui ira au moins dans une commune, il y a le PCN, ce n'est qu'un chantage, il y a le SDF, ce n'est qu'un chantage, ils partiront. Et si même nous tous de l'opposition, nous ne partons pas, mais le RDPC fera encore le travail. Mais c'est ça le véritable souci. Et c'est là où ce que je voulais dire à mon frère Okala, que je connais depuis, il est mon frère. Vraiment, je suis un peu déçu parce que en termes d'opposition, le MRC et son leader sont en train de s'ériger comme les véritables opposants de l'opposition. Il faut faire très attention. Parce que quand vous décidez, vous me dites vraiment la question du MRC est une question souveraine, mais mon ami, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand vous décidez de créer un parti politique, vous décidez de faire tout ce désordre que vous avez fait dans toute une année, vous avez carrément importuné tous les Camerounais. Beaucoup vous ont même suivi dans cette logique. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau et me dire que, et à nous tous aussi, que ce que le MRC, le président a dit, ne concerne que le MRC, ainsi de suite. Attendez, quand vous faisiez vos hold-up, vous marchiez partout, ça ne concernait pas seulement le MRC. Vous entraîniez même les badauds, les sauveteurs, ainsi de suite. Non, je crois que quand on veut changer les choses, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est au pouvoir de vous donner de la banane, de l'éplucher et de vous la donner à avaler. Il faut faire attention. J'aime toujours dire une chose, c'est que au MRC, on n'a pas fait la différence entre le droit de la politique et la politique du droit. Parce que quand vous voyez les textes tels qu'ils ont été bâtis, le RDPC a bâti, le parti au pouvoir a bâti tous ces textes-là sur ces mensurations. C'est-à-dire tel qu'il veut voir ses victoires au quotidien, d'année en année, se manifester. Donc c'est à nous de pouvoir réfléchir davantage pour essayer de le contrer dans ces lois-là, afin d'arriver au moins à les remplacer ou à l'évincer et de pouvoir changer les choses. D'où la nécessité d'être présent au Parlement. Donc la nécessité donc d'être présent au Parlement et dans les municipalités. Je vais aller dans ce que l'aîné disait tout à l'heure, M. Hilaire Kamga. Non, faisons très attention. Quand vous parlez de ce que le MRC dit qu'il ne va pas aux élections, ça veut dire qu'ils ont un plan B. Ça veut dire qu'ils ont une autre idée, une autre arrière-pensée derrière la tête. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre le pouvoir par un autre moyen. Parce que quand vous décidez de ne pas aller aux élections, c'est la voie royale démocratique pour pouvoir évincer le parti au pouvoir et de pouvoir modifier notre code électoral que nous pensons tous unique. C'est le moment de pouvoir aller aux élections, au Parlement et de même donner le statut spécial qu'on a décidé au grand dialogue. Parce que ce statut spécial ne fera pas l'objet d'un décret, il devrait normalement passer par l'Assemblée nationale. Ils ont refusé d'aller au grand dialogue national. On nous a invités comme tout le monde, ils ont dit nous ne partons pas au grand dialogue. Mais subitement, vous vous préoccupez de la question anglophone. Si vous étiez préoccupé par les questions de paix au Cameroun, vous seriez au moins allé au grand dialogue avec vos propositions. Je voudrais dire aussi à M. Hilaire Kamga qu'il faut qu'on fasse très attention. Je crois que
ce que j'aime particulièrement chez certains de nos gouvernements, certains de nos gouvernants, c'est la lucidité. Vous savez, j'étais de ce bord, je suis encore en partie de ce bord-là. C'est la grande lucidité. Alors, vous parliez tout à l'heure, par exemple, de la prorogation des élections, c'est-à-dire de repousser les élections. Ce que les gens ne savent pas, c'est que quand le professeur Maurice Kamto pose cet acte-là et demande qu'on repousse les élections pour cause de crise dans le nord-ouest, sud-ouest. Faut qu'il y ait un filet juridique. C'est un traquenard juridique. Il faut le savoir, c'est un traquenard juridique. Parce que vous, un non-exégète du droit ne verrait que la prorogation des élections. Mais il ne verrait pas la prorogation du mandat des élus. Non. Et non, il faut faire attention parce que dès que vous repoussez les élections du 9 février à je ne sais pas, automatiquement l'Assemblée nationale, il reste en poste, dans les mairies aussi, il reste en poste, c'est automatique. Non, mais l'illégalité s'installe. Donc le président de la République, s'il venait à poser cet acte-là, il tombe dans l'inconstitutionnalité. Il faut faire très attention. Et c'est là où donc on comprend que le professeur Maurice Kamto, en posant cet acte-là, voulait absolument pousser le président à la faute et augmenter ou créer encore une autre situation juridique de par le Cameroun. Non, je voudrais que nous comprenions très bien. Mon ami Okala, je crois qu'il est important que vous respectiez les jeunes. Un pays est au-dessus de tout ce qui le dirige. Quand vous créez un parti politique, vous ne le créez pas pour vous, ni pour votre épouse, ni pour vos enfants. Vous créez un parti politique pour changer. Et pour changer, il y a des voies. La voie royale, c'est la voie démocratique. Il faut d'abord aller aux élections. Maintenant, quitte maintenant à avoir 2 ou 3 communes, on fera mieux prochainement. Mais à être présent, comme M. de l'UPC le disait tantôt. Si vous voulez être président de la République, comment vous le serez encore si vous n'avez pas d'élu? Ça veut dire que vous avez un autre plan. Ça veut dire que vous savez qu'il y aura une élection présidentielle peut-être l'année prochaine. Parce qu'effectivement, la communauté internationale, dès que vous avez dit que vous n'allez pas aux élections, on a vu l'Union africaine, on a vu l'OIM, même si on dit que c'est le président qui les a convoqués ou bien qui les a invités, mais on a vu cette pression encore qui a augmenté. Parce qu'il faut le savoir. Là, je termine par cette analyse. Bien entendu. Si le MRC était allé aux élections, il aurait abattu toute la pression de la communauté internationale qui aurait pensé qu'il est déjà l'allié du pouvoir en place parce qu'il aurait décidé d'aller aux élections. Donc la meilleure alternative ou la meilleure solution pour le MRC et Maurice Kamto de rester en vie politiquement et de continuer à faire le bruit qu'ils font, c'était de décider de ne pas aller aux élections et de compter que la pression de la communauté internationale ferait peut-être ce que le hold-up n'a pas pu faire. Voilà le véritable souci. Jean-Simon Ngola, élu de la nation, donc député, il a quand même prendre la parole tout à l'heure, ses lèvres brûlent d'envie de l'apprendre, mais je la donne à Jean-Simon Ngola. En tant que tel, est-ce que vous avez l'impression que, au regard de ce qui a été dit, Elections Cameroun est en train de jouer à la carte d'apaisement? On a vu, ça c'est un fait d'actualité, on appelle les candidats et les partis politiques engagés à cette compétition électorale à venir, signifier leur couleur pour que la suite se fasse avec, bien entendu, de logique. Est-ce que c'est un acte d'apaisement que joue Elections Cameroun? C'est pour ou contre le RDPC? Non, je voudrais d'abord dire, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, je voudrais d'abord dire que quand le président de la République décide de convoquer le corps électoral, il respecte scrupuleusement l'ensemble des dispositions législatives et constitutionnelles qui organisent l'élection au Cameroun. Ça, c'est la première chose. Fallait-il proroger indéfiniment les mandats des élus? Je pense que non. Je pense qu'il y a des lois qui organisent et qui régissent le fonctionnement de notre pays. Je pense qu'il a très très bien fait de convoquer ces élections. Mais quand on décide de ne pas aller aux élections et de se mettre en marge, c'est-à-dire d'abandonner, comme le disait mon voisin, Aladji Baba, les canaux institutionnels, c'est-à-dire que je ne vais pas aller aussi loin que monsieur l'administrateur, monsieur Bessala, je ne vais pas aller aussi loin que vous. Ça veut dire qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'il y a un plan que j'ignore, mais qui est un plan qui ne veut plus, qui veut absolument passer à côté de l'ordre établi. Et de toute façon, ça se voit. Jean-Simon Ngola, je voudrais que vous appréciez, puisque nous sommes sur un plateau. Parce que lorsqu'on refuse de reconnaître la légitimité et la légalité d'une élection, comme l'élection présidentielle, lorsqu'on se met dans une posture avérée de subversion, alors là, on choisit la voie. Je vous dis, aller aux élections, c'est de s'assurer qu'on va mettre en place des contre-pouvoirs.
des contre-pouvoirs qui sont tout bénéfice pour l'évolution de notre démocratie. Lorsqu'on est absent, ça veut dire qu'on a un plan B. Alors, le plan B, c'est une opinion qui a circulé également dans les débats des réseaux sociaux. Est-ce que, selon vous, Aladji Baba Garba, cela peut s'avérer? Est-ce que c'est une posture, une hypothèse d'école, selon laquelle le fait pour le MSC d'avoir refusé de participer à ces doubles scrutins de 2020 au Cameroun signifie que on s'attend à un gouvernement de transition qui serait provoqué par une insurrection aidée en cela par la communauté internationale? C'est une opinion qui a circulé. Vous y croyez? Ou alors c'est simplement une opinion de ceux qui détestent le professeur Maurice Kamto? Non. Merci de m'avoir passé la parole. J'aurais dû répondre au monsieur du MRC. À Okala Ebode. À monsieur Okala Ebode qui a égratigné mon parti en citant les pères fondateurs de l'UPC. Je voudrais rappeler à monsieur Okala que l'UPC des pères fondateurs était un mouvement qui avait 3 objectifs: l'indépendance du Cameroun, la réunification du Cameroun qui est mise à mal aujourd'hui et l'élévation du standard de vie des Camerounais. Si Oumyobé n'a pas été Premier ministre, tout au moins le Cameroun est indépendant. Et la réunification, nous l'avons eue. Donc, M. Okala, c'est un parti que vous devez respecter. L'UPC aujourd'hui, que nous incarnons. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Bon, et je voudrais que vous m'écoutiez. L'UPC que nous incarnons aujourd'hui est un UPC républicain. Nous sommes un parti de pouvoir. L'UPC veut être présent dans toutes les institutions du Cameroun. Nous devons être présents à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les mairies et même au gouvernement. C'est notre objectif aujourd'hui. Chaque parti a ses objectifs. Et ça, c'est l'objectif que nous avons donné à l'UPC. Je voudrais que vous le sachiez. Et de cesser de gratigner ce parti. C'est le plus vieux parti du Cameroun. Il a été créé en 1948. Je crois qu'il n'y en a pas deux au Cameroun. Et il est l'âme immortelle du peuple camerounais. Il faudrait que vous le sachiez. Et maintenant, pour répondre à ma question. Bien. Pour revenir à votre question. Vous savez, les élections auront lieu le 9 février 2020. Parler du gouvernement ou de l'insurrection serait malvenu maintenant. Concentrons-nous à ces élections-là. Tout parti qui se respecte devrait se préparer pour affronter ces élections. Le plan B, bon, si plan B il y en a, je n'y crois pas. Je crois que ceux qui ont refusé d'aller aux élections se sont rendus compte de leurs limites. Parce que quand on prend les derniers pointages sur les 360 communes, je ne pense pas qu'ils avaient eu au moins 17. C'est ce qu'on a dit dans les journaux. Et lorsqu'on compare ces chiffres avec ce qu'on prétend être, vous comprenez qu'il y a un gap. Le mieux serait ne pas y aller. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais, pour l'UPC, rassurez-vous, l'UPC ira aux élections. Très bien. Peut-être. Je n'ai pas intervenu, hein? Oui, il est Kamba. Ok, prenez la parole maintenant. Parce que pour en guiser de réaction par rapport à ce que disait Valère Bertrand Bessala tout à l'heure. En guise de réaction, vous avez la parole. Non, je passe à ma réaction, c'est une intervention. Je vous en prie, allez-y, il est Kamba. Non, je voulais dire, d'abord, c'est sur 2 aspects précis. D'abord, sur l'aspect lié au droit électoral, il y a eu des affirmations de notre ami Valère Bertrand qui me semble qui méritent des précisions. Non, première chose, il faut rappeler qu'en droit électoral, il faut distinguer entre une prorogation des élections, un report des élections, une annulation du processus électoral. Ça, c'est 3 choses totalement différentes. Maintenant, j'ai cru entendre que, en demandant le parti politique ou les partis qui auraient demandé au président de proroger, à M. Biapol de proroger le mandat, de proroger les élections, c'est-à-dire les délais de dépôt. Hein? Les délais de dépôt. Oui, pour ça, c'est un autre aspect. Non, de repousser les élections. Il y a parce qu'il y avait un piège juridique, et ainsi de suite. Non, il faut noter que tout ça a des bases légales.
lorsqu'en droit électoral, on vous parle, par exemple, lorsque le décret présidentiel qui déclenche l'ensemble du processus électoral est déjà signé, il y a une possibilité de report. Même après la convocation du corps électoral, Oui. on croyait lire entre les lignes Oui. de la loi électorale que dès que le corps électoral est convoqué, il n'y a plus moyen de rentrer dans le domaine de la loi. Il peut arriver qu'on proroge. Le président peut le faire. Ça, il y a des exceptions en droit électoral irrelatives. Mais la prorogation dans ces conditions-là, c'est-à-dire reporter le jour de tenue du scrutin, n'entraîne pas la modification des éléments hantés. Notamment le corps de ceux qui vont transférer leur pouvoir dans le corps électoral, c'est-à-dire les électeurs, ni le corps de ceux qui sollicitent le suffrage. Ça veut dire que si M. Biya-Paul décidait de reporter les élections, de renvoyer la date des élections à ce moment-là, ce sera avec le même corps électoral qui existe aujourd'hui et le même corps de candidats. Ça, c'est l'hypothèse première. Maintenant, l'hypothèse, c'est est-ce que M. Biya était en position, ou est-ce qu'il est en position de pouvoir annuler l'ensemble du processus électoral? Oui, il peut le faire sur la base de ses prérogatives constitutionnelles sans que cela n'entraîne forcément une prorogation du mandat des députés ou les maires qui sont là. C'est pour ça que l'article 9 reste pertinent. On a prévu l'article 9 de la Constitution, justement, pour que, s'il y a péril grave sur la vie de la nation, Monsieur le Président de la République, qui qu'il soit, peut décider de décréter l'état d'urgence ou l'état d'exception. Et dans ces conditions, il se donne les pouvoirs les plus... Entre autres, il peut dissoudre le Parlement à cet instant-là. C'est-à-dire le Parlement existant ne doit pas automatiquement fonctionner, puisque dès lors qu'il se donne ses pouvoirs spéciaux, il peut dissoudre le Parlement et légiférer par ordonnance. C'est ça le principe. Donc, il y avait cette possibilité, ce n'est pas forcément un piège. Donc, quand on a fini de faire... Donc, à ce moment-là, cette annulation du processus électoral, ça s'appelle l'annulation du processus électoral, fait que, quand les conditions qui ont amené à faire usage de l'article 9 de la Constitution ne sont plus... ces conditions-là, ces éléments ont été réglés, on revient dans un processus nouveau qui entraîne un début de processus électoral, et chaque début de processus électoral commence par l'enrôlement des électeurs, enfin, pas par l'enrôlement, par la définition d'un cadre légal, c'est-à-dire on construit le droit électoral. Après avoir construit le droit électoral, on met en place l'organe de gestion et ensuite on commence à réinscrire les électeurs. Donc ces mécanismes-là existaient. Maintenant, quand j'ai fini de rappeler ça, il faut dire, parce que j'entends des choses ici extraordinaires, en démocratie, on a choisi peut-être d'être en démocratie, même si M. Biya nous maintient en démocrature. Mais certainement en démocratie, il faut respecter les règles. Le pouvoir, c'est le citoyen qui l'a, ce n'est pas l'élu qui l'a. C'est le citoyen qui est détenteur du pouvoir. L'élection, par définition, est ce moment-là où on transfère son pouvoir pour une période donnée à un individu ou à un groupe d'individus, qu'on appelle une période qu'on appelle le mandat. Donc, c'est ça, l'élection, un transfert de pouvoir. Mais sauf que ce transfert peut être remis en question à un moment donné. Parce que le souverain n'a pas changé. Il ne transfère pas sa souveraineté de manière totale. Le souverain reste le peuple. Donc, si à un moment donné, ce peuple-là estime que l'usage qu'on fait du pouvoir qu'il a transféré est un usage qui ne s'y est pas, il est encore en droit de le récupérer. Et je vais rappeler que l'OFORANGE, par exemple, dont je suis le mandataire, pense qu'il faut faire l'alternance par les unes et dans la paix. Mais en même temps, nous théorisons le fait, nous admettons le fait qu'il est possible qu'à un moment donné, des gens qui ont reçu ce pouvoir de nous puissent en faire un mauvais usage. Et qu'à ce moment-là, l'élection ne soit plus le meilleur moyen de le récupérer ce pouvoir. À ce moment-là, les autres options restent ouvertes. Et même le cadre légal. D'où le plan B. Et je finis et j'assume. Même le cadre légal de ces possibilités existent aujourd'hui. Si M. Biya-Paul a attendu février 2012 pour ratifier la charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance, il savait que éventuellement il ne serait plus là en 2018, ça n'est pas être valable pour lui. Il a quand même ratifié. Et notons que cette charte-là prévoit que tous ceux qui manipulent, pas seulement les constitutions, mais aussi les lois électorales pour se maintenir au pouvoir, ça veut dire qu'ils font haro sur les souverainetés, sur le pouvoir qu'on leur a donné, ils se positionnent comme des auteurs de coups d'État. Et donc le peuple peut récupérer sa souveraineté et les balayer à ce moment-là. Donc M. Biya-Paul, de ce point de vue, je ne suis pas là, M. Biya-Paul doit comprendre qu'il a là une opportunité extraordinaire de ne pas se retrouver être balayé, que ce peuple n'assume pas sa souveraineté en le balayant dans la rue. Il doit accepter ce qui est possible, c'est-à-dire négocier un nouveau cadre légal de dévolution de pouvoir,
pour permettre que par les élections, il puisse donner le fauteuil présidentiel à quelqu'un d'autre. Parce qu'il ne le fait pas, le peuple souverain est capable d'aller dans la rue et le balayer. Très bien. Et ça, les gars. Très bien. Vous venez à moi. Valère Bertrand Bessala, oui, vous allez insister sur l'hypothèse B. Enfin, vous avez indiqué tout à l'heure une hypothèse B par rapport à plan B, par rapport effectivement à l'accession à des postes de pouvoir et de décision au Cameroun, par rapport à la démocratie. Mais je voudrais, est-ce que, en rapport à ce que dit monsieur Ile Kamga, on ne peut pas restituer fondamentalement ce que la communication gouvernementale a dévoilé cette semaine, il y a 2 jours d'ailleurs. Le ministre de la Communication ainsi que le ministre en charge de l'administration territoriale ont clairement indiqué que chacun doit jouer sa partition. Est-ce que ce n'est pas un appel à la responsabilité de chacun des maillons au processus électoral? Mais vous avez déjà donné la réponse à cette question. Je crois que le plan B dont j'ai parlé tout à l'heure vient d'être confirmé par M. Ile Kamga. Donc on n'a même plus besoin de tergiverser dessus. Il a dit à Mondo Vision. Ce que je vais dire tout à l'heure, c'est que l'analyse que je faisais, M. Ile Kamga, vous êtes resté dans la théorie juridique et la théorie électorale. Je vous dis, quand on est déjà en politique, il faut faire la différence entre le droit de la politique et la politique du droit. C'est-à-dire que lisez les textes de loi sur la politique des RDPC là à l'envers, comme on dit souvent en verlan. C'est-à-dire quand vous lisez de gauche à droite, vous restez encore dans la norme, vous ne lirez jamais rien. Parce qu'ils ont voilé tellement de choses dans ces textes-là qu'il faut les lire entre les lignes. Je vous disais tantôt que vous restez encore dans la logique de l'article 9, ainsi de suite. Ce n'est que de la théorie. Quand on demande au président de la République de repousser les élections pour régler un problème sécuritaire, par incidence et collatéralement, on induit et on installe les élus du Parlement et des conseils municipaux dans une prorogation de fait. C'est ce que je suis en train de vous dire. Non, il peut annuler. Non, pourquoi est-ce que vous allez dans l'annuler? Je suis dans le fait de ce que vous demandez. Dès que le président dit je reporte les élections du 9 février à je ne sais pas novembre 2020, ça devient un mandat de fait. Ceux de l'Assemblée restent en poste et en juin ils vont à une session normale. Non, il faut faire très attention. Non, vraiment, je veux que vous... C'est ça la différence entre la théorie juridique et la pratique juridique. Il faut faire très attention. Donc quand le leader du MRC le fait, lisez cela comme cela. Parce qu'effectivement, dès que le président l'a fait, on rentre dans les grands débats d'anticonstitutionnalité. Parce que c'est là le véritable problème, que tout s'inscrit. Et du coup, la communauté va arriver et dire au président, voilà, vous avez repoussé, vous ne pouvez plus repousser le mandat des élus légalement parce que vous avez déjà saturé les 18 mois, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on entre dans un imbroglio juridique. D'ailleurs, vous avez remarqué que toute votre élaboration tout à l'heure était tellement laborieuse que vous comprenez que même pour le président, pour appliquer cette affaire-là, ce serait très compliqué. Donc c'est ça que j'ai appelé un piège juridique. Je vais aller dans un autre sens pour dire vraiment, le grand frère disait tout à l'heure que les limites, c'est trop facile. Et si plan B, lui ne croit pas au plan B. Mais alors, j'entre dans votre logique, monsieur Aladji Baba Garba. Au cas où il n'y a donc pas plan B, selon vous, plan B de ces gens qui disent qu'ils ne vont pas aux élections. Il n'y aura pas de plan B. Non, à moins que vous soyez du MRC. Moi, je dis qu'ils ont un plan B et vous dites qu'ils n'ont pas de plan B. Allons dans votre logique. Au cas où ils n'ont donc pas de plan B. Je vous dis qu'il n'y aura pas de plan B parce que j'ai confiance aux institutions de la République. Le plan B, c'est quoi? C'est l'insurrection, c'est le coup d'État, si vous voulez. Je ne pense pas. Au Cameroun, il n'y aura pas. Je dis donc ceci. Au cas donc il n'y a pas de plan B. Oui. Vous êtes en train de convertir mon argumentaire en me faisant dire qu'en fait, le professeur Maurice Kamto a choisi donc de devenir l'allié du pouvoir. Parce que c'est ça le véritable souci. Parce que soit il reste dans la logique de conquête du pouvoir par tous les moyens, et donc soit il y a un plan B, soit il va aux élections, soit alors il décide qu'il n'y a pas de plan B, il ne va pas aux élections et il est l'allié du pouvoir. Parce qu'en fait, en décidant de ne pas aller aux élections, il fait le jeu du RDPC. Puisque si nous allons aux élections le 9 février et qu'eux ils ne sont pas là et que les autres partis et que le MRC vienne à gagner, nous comprenons qu'il aura fait le jeu du parti au pouvoir. Vous parlez du RDPC. Donc, oui, il aura fait le MRC, aura fait le jeu du parti au pouvoir. Donc, M. Kamto, au-delà du MRC, aura décidé de faire le jeu du parti au pouvoir. Et donc, il est devenu un allié du pouvoir. Donc, si plan B il n'y a pas, et qu'il a décidé de ne pas aller aux élections, il est l'allié du parti. Très bien. Au Calais Baudet, il y a une affaire d'1 milliard de francs CFA qui circule. Je ne vous le fais pas dire, c'est la presse qui l'a révélé en cours de semaine. Est-ce que le MRC est devenu un allié du pouvoir de Yaoundé? Est-ce que vous n'êtes pas allé aux élections parce que vous avez gagné 1 milliard de francs CFA? Bon, vous savez, je ne vais pas donner plus d'écho à ce ragot de ce canard, de ce papier de chou, en disant simplement que quand on regarde sa titrologie, ces 12 derniers mois,
on constate simplement que c'est des titres qui sont pensés dans une officine de la place. Donc, je ne vais pas faire plus de cours à ces ragots. Mais je vais m'appesantir sur un certain nombre de choses que j'ai entendues ici. Entre des propos de bar et des propos qu'on aurait pu construire un peu comme sérieux. Vous avez dit bar ou débit de boisson? Oui, débit de boisson, effectivement. Il y a comme une unanimité ici entre certains acteurs pour donner, pour reprendre les mêmes éléments de langage liés à un comportement, une envie insurrectionnelle du MRC. Non. L'accord que nous avons poursuivi pour insurrection. Les gens ont fait 9 mois pour ça. C'est une infraction avec laquelle on poursuivait les gens au tribunal militaire. Et ceux qui avaient engagé cette poursuite, eux-mêmes, ils ont abandonné parce qu'ils savaient très bien que c'était tiré par les cheveux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que j'aurais dû commencer par, c'est de dire à l'honneur que Oumyobé et les autres sont un patrimoine du Cameroun. Et si j'étais en capacité de gouverner demain, je mettrais l'UPC, et ces noms-là, je les mettrais dans la catégorie du patrimoine immatériel du Cameroun pour interdire à des imposteurs de continuer à galvauder ces noms. Effectivement, c'est ça le problème avec n'importe qui et n'importe quel acteur de bas niveau utilise Oumyobé, utilise l'UPC pour faire ses petits calculs personnels, pour se remplir la panse. Non, il faut qu'on arrête avec ça. L'UPC, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Et si vous savez effectivement ce que c'est que l'UPC, vous ne seriez pas inscrit dans cette logique de mendication qui fait que l'UPC aujourd'hui, que les gens connaissent, qui a participé, n'est-ce pas, à la libération de l'Afrique, à la formation du FLN, à la formation de l'ANC, à la formation des forces politiques au Congo, aux démocraties appelées anciennement Zaïre, vous ne serez pas en train de vous amuser avec ces noms-là, monsieur. Et je vous interdis, je suis désolé en tant qu'historien. Non, il interdit d'interdire sur ce plateau, au Calais Bodé. J'interdis à des gens, de malfaisants, d'utiliser le nom de l'UPC et le nom de Oumyobé. Alors, une parenthèse. Quelle est la place de Oumyobé au sein du MRC? Vraiment, c'est une parenthèse. J'ai dit c'est un patrimoine. C'est un patrimoine. D'accord, on vous a bien compris. Et les autres sont un patrimoine. Wanji, Ernest. Que les gens galvaudent. Je vous invite à prendre votre carte de l'UPC, Monsieur Okala. Monsieur Okala, votre carte de l'UPC vous attend. Les gens ont dit ici que, et je crois que c'est toujours de l'UPC, que le boycott est une entorse à la démocratie, que non. Le boycott, c'est une manifestation de la démocratie. Tout à fait. Nous sommes libres de boycotter, c'est une expression de la démocratie, de dire le chemin dans lequel vous nous menez. Parce qu'il faut toujours, la démocratie, c'est également le fait d'exprimer une voix discordante. Et notre manière à nous d'exprimer notre voix discordante, c'est de dire nous boycottons. Nous n'accompagnons pas. Si vous avez pensé à un moment donné que vous étiez pour accompagner le RDPC dans son escroquerie politique, nous n'accompagnons pas le RDPC. Nous avons déjà affaire à un coup d'État que nous n'avons pas, que nous avons appelé en un terme gentil, hold-up, mais nous disons que ça doit s'arrêter là. L'autre chose, j'ai entendu le préfet ici, c'est davantage le préfet que l'homme politique. Parce que tout le discours, c'est le discours d'un administrateur. Et les administrateurs civils nous ont fait beaucoup de mal ces derniers temps. Les administrateurs civils nous ont fait beaucoup de mal ces derniers temps, avec ce que nous connaissons. C'est de dire que son interprétation de la Constitution est fausse. Il n'y a pas de craquenage juridique en disant que le président de la République devait, n'est-ce pas, repousser la date des élections et privilégier la résolution de la crise au Nozo et privilégier la mise en place d'un système électoral consensuel. C'est ça. Maintenant que je l'ai dit, nous pouvons revenir à l'ECAM. La question de l'impartialité de l'ECAM. Il me semble que quelque chose a échappé aux Camerounais. C'est qu'au lendemain de la convocation du corps électoral, le MINAC a convoqué à son bureau le président du conseil électoral et le directeur général des élections. Cette seule convocation est une violation flagrante du principe d'impartialité. Le président du conseil électoral et le directeur général des élections n'ont pas allé à une convocation du MINAC. Jamais. C'est une violation du principe d'impartialité consacré, ou d'abord qui consacre l'allégeance de l'ECAM au MINAC, alors que les gens se sont longuement battus pour mettre en place un arbitre impartial. Et cette allégeance et cette violation du principe d'impartialité montre l'incapacité de l'ECAM à être un arbitre impartial. L'autre chose, c'est que cette attitude de l'ECAM viole les dispositions, l'article 10, les articles 10, 17, 22, 26 et 27 du Code électoral qui parlent des prérogatives de l'ECAM, des prérogatives des fonctions du président du conseil électoral, des fonctions du DG des élections, des attributions du directeur général des élections, et puis encore, quelqu'un a convoqué la CADEC, viole les dispositions de l'article 3 de la CADEC qui énonce les principes
qui préside, n'est-ce pas, à la mise en place de cette charte. C'est ce qu'il faut dire. Et c'est également des choses qui nous ont fait dire, qui nous ont conforté dans notre choix de boycotter ces élections, parce qu'effectivement, elle est, en répondant à cette convocation, montrée aux yeux de tout le monde qu'il n'avait pas à jouer un rôle impartial et qu'il ne le ferait jamais. Très bien. Jean-Simon Ngola, honorable. Je ne voudrais pas me faire le défenseur de l'ECAM. Je voudrais bien savoir... C'est vrai que je voulais vous lancer sur la question des effets escomptés de la part de ces prétentions de ces partis politiques. L'effet escompté n'est pas là. Non, je voulais pas me... on nous écoute. On nous regarde aussi. Des milliers de gens nous écoutent et nous regardent. Je pense qu'il ne faut pas nous induire en erreur. Lorsque vous dites volontairement que ces personnalités ont été convoquées, je souhaiterais que vous disiez qu'ils ont été invités. Non, à une réunion. C'était pas des convocations. Même si c'était une invitation, elle n'avait pas lieu d'être. Même si c'est une invitation, elle n'a pas lieu d'être. Le président du conseil électoral et le député des élections n'ont pas allé à une invitation du MINA. Si vous êtes au courant de cette invitation-là, ça veut dire que c'était pas quelque chose de caché. Mais est-ce que M. Ils ont été invités à une réunion parce que le MINAT devra veiller à la sécurité des élections. Non, s'il vous plaît. Mais c'est pas dans son bureau que ça se passe. S'il vous plaît. C'est pas dans son bureau que ça se passe. Ils ont été, c'est des personnes qui ont été invitées à assister à une réunion. Je voudrais vous dire, monsieur Okala, que ne tentez pas d'ajouter à la crise sécuritaire une crise politique. Elle est déjà majeure. Elle est majeure déjà. Non. Puisque des gens ont fait 9 mois en prison. Vous voulez absolument qu'il y ait un vide institutionnel. Non, il n'a pas vous voulez vraiment que le pays s'écroule. Ah ben c'est pas nous qui volons dessus. C'est pas nous qui avons volé 1000 milliards pour la canne. Vous avez des élus. Vous avez des élus. Non. Et c'est pas nous qui avons un gouvernement en prison. Nous parlons des élections. Nous oui, parlons mais des c'est élections, tout ça. s'il vous plaît. Nous parlons des élections. Nous savons qu'il y a des problèmes de gouvernance. Et je pense que si on se met à regarder, à parler des conflits d'intérêts dans des études juridiques au ministère de la Justice, on en sortira. Ça, c'est à quoi calomnie? S'il vous plaît. Ce n'est pas de la calomnie. Je vous dis que si on se met à parler de tout ça. Et si ça vient de vous, c'est comme ce n'est pas regrettable. Je voudrais vous dire que vous voulez ajouter à une crise sécuritaire qui est déjà grave. Et c'est pour moi l'occasion de redire toute ma solidarité, toute ma compassion pour les milliers de victimes, aussi bien civiles que militaires, de cette crise. Nous ne pouvons pas ajouter à la crise sécuritaire actuelle une véritable crise institutionnelle. Nous assistons de la part de certains politiques à une véritable surenchère et à un chantage absolument inadmissible. On ne fait pas chanter une république. Ce qui est en train de se passer s'appelle tout simplement en français facile du chantage. Nous sommes dans une situation où des mandats des élus ont été prorogés 2 fois. Vous voulez qu'on continue à les proroger? Imaginez un seul instant si le président de la République avait déposé à l'Assemblée un texte demandant le vote d'une loi prorogeant le mandat. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? Aujourd'hui, vous me dites de manière tout à fait angélique qu'on aurait dû continuer à proroger. Je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Et là, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux dans cette approche-là. Je pense que vous avez décidé délibérément de ne pas jouer le rôle que le peuple attend de vous, celui de contre-pouvoir, pour faire améliorer, avancer notre démocratie. C'est de votre responsabilité et l'histoire vous jugera dessus. Bien entendu. Aladji Baba Garba, comment dire, il nous reste moins de 20 minutes à passer ensemble par rapport à ce débat. Que vont dire ces organisations internationales, l'Union africaine, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, ou même le Commonwealth, dont on sait que les leaders ont séjourné très récemment encore à Yaoundé au Cameroun. La suite, pour vous, ça s'annonce avec beaucoup de bonheur? Écoutez, moi, personnellement, et même dans mon parti, nous avons confiance aux institutions de la République. Le Cameroun n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Je crois que le président de la République a eu à le répéter plusieurs fois. Nous avons des institutions... Mais vous soyez toujours là-bas. Attention, toi là. Bien, je disais tantôt que le Cameroun n'a pas de leçon à recevoir de... N'allez pas vous soigner là-bas. De qui que ce soit. Nous avons des institutions fortes. Et le plan B dont on parlait tout à l'heure, même s'il a lieu, il ne réussira pas. Parce que le Cameroun a des institutions fortes.
Et personne ne laissera passer Et personne ne les mauvais anges. Tout à fait. Alors, il est Kamga, pour sortir de ce débat, les organisations internationales, les partenaires du Cameroun sont venus au Cameroun pour l'essentiel et ont dit nous sommes d'accord pour un certain nombre de résolutions qui ont été prises à l'occasion du grand dialogue national, le GDN, mais il faut les implémenter et aller plus loin que cela. Donc, il y a du bonheur quand même. L'horizon se profile là avec beaucoup de bonheur. Non, il ne faut pas apporter du crédit à une des déclarations qui sont de type diplomatique par rapport à la situation réelle de notre pays. J'ai entendu dire ici qu'il faut être sérieux. Je crois que ceux qui doivent être sérieux, c'est le RDPC et M. Biya-Paul, parce qu'ils ont une posture d'infantilisation des Camerounais, c'est-à-dire qu'on nous prend comme véritablement au moins que rien. Vous ne pouvez pas, parce qu'on parle d'un grand dialogue national. Nous attendons encore le dialogue. Il n'y a pas eu de dialogue par rapport aux Niger. Il n'y a pas eu. Il y a eu une grande foire nationale organisée par un congrès extraordinaire de Monsieur Ngouté, qui pourrait s'assimiler à un congrès parce qu'on regarde les nombres des participants, de l'origine des participants. Donc pour nous, on attend encore le dialogue national qui avait pour mission de résoudre la crise anglophone. Maintenant, il faut dire les choses comme elles sont. M. Biya-Paul a estimé qu'il convoquait, comme nous l'avions demandé, c'est-à-dire nous, les citoyens camerounais et la communauté internationale, on voulait qu'il y ait un dialogue pour sortir le Cameroun de la crise, à la réalité. Et comme je l'ai rappelé en d'autres circonstances, plusieurs Camerounais, moi j'ai rencontré le Premier ministre John Ngouté avant cette convocation du dialogue pour lui faire part de comment nous voyons la situation, c'est-à-dire qui pouvait être, ainsi de suite. Et lorsque Biya a convoqué le dialogue, j'ai pensé qu'il devait peut-être aller dans le sens des Camerounais, mais j'ai oublié que c'était déjà bien balisé et qu'en fait il s'agissait simplement d'organiser une fois pour dépenser encore de l'argent des Camerounais, parce qu'il n'y a pas eu de dialogue. Et donc, vous étiez convié? J'ai rencontré Ngouté avant, le docteur Ngouté avant. Est-ce que vous étiez convié à ce GDN? Puisque j'ai dit que je ne pouvais pas participer de manière officielle. Et je le lui ai dit, j'ai écrit, on communique, il n'y a pas de débat là-dessus, je ne peux pas participer à une telle fois, donc ça ne sert à rien. Bon, donc maintenant, il semble qu'il y a eu des résolutions. Et on a essayé de convaincre la communauté internationale que le grand dialogue a accouché des résolutions qui pourraient permettre de résoudre la crise anglophone. Entre autres, on nous a brandi le statut spécial. Voilà, là où je demande qu'on doit être un peu sérieux, un mois après, un mois et demi, on n'a pas vu quelque chose se mettre en place. Au lendemain de cela, on a vu plutôt la recrudescence des crimes dans la région. Il y a eu des nouvelles formes, même les gens qui sont enterrés vivants et consorts et tout, qui montraient pratiquement l'incapacité de Yaoundé. Que pensez-vous des initiatives gouvernementales qui ont été prises pour les besoins de la cause, le comité national de mobilisation, de réinsertion, bien entendu, qui a été mis sur pied. D'ailleurs, le budget de l'État du Cameroun prévoit de lui allouer 5 milliards de francs CFA. La commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Vous êtes un journaliste sérieux, très sérieux. Vous y accordez du crédit, vous? Je vous pose la question. Non, parce que vous savez très bien que la preuve par 9, c'est qu'il y a cette commission, je crois, de bilinguisme et de quelque chose là comme ça, qui a quand même fait un travail extraordinaire avant et qui a publié son rapport. Et il n'y a pas une seule phrase du rapport qui a été prise en considération. Donc vous pouvez savoir à quel niveau M. Biya positionne ces différentes structures qu'il met en place. Donc j'étais en train de dire que la communauté internationale, comme vous le dites, il y a des pays sérieux dans le monde qui estiment que le régime de Yaoundé est en train de jouer avec la vie des Camerounais. Et donc, ils sont incapables de pouvoir adresser la crise anglophone. Conclusion? Et les 3 pays potentiels sont venus à Yaoundé pour essayer de se rassurer qu'il faut expliquer aux autres qui sont plus en avance qu'ils ont tort, parce que Yaoundé a encore la main sur la crise. Et il semblerait qu'on aurait dit à la francophonie ou comment autre que, effectivement, on est en train d'adresser cette opération-là. Mais simplement, il ne faudrait pas que demain qu'on soit surpris. Parce qu'il y a un droit international, ce qu'on appelle la RDP, c'est-à-dire la responsabilité protégée. Le Cameroun a accepté d'être dans le concert des nations. Si à un moment donné, comme c'est en train d'être le cas pratiquement, on tend vers là, si on se rend compte que M. Biya-Paul et son régime sont dans l'incapacité à adresser la crise dans le Nosso, alors à ce moment-là, il est de l'intérêt de la communauté internationale, dans son organisation, de ne pas laisser qu'on traverse les millions de déplacés qu'il y a. Il y a une crise humanitaire grave, et on sera obligé d'utiliser la RDP pour intervenir au Cameroun et adresser cette crise-là. Donc il vaut mieux que M. Biya-Paul, je suis par là, il vaut mieux que M. Biya-Paul comprenne la gravité de la situation et qu'il essaye d'adresser de quelle manière, parce qu'on va aux élections, il faut, puisque je m'en ai temps de parole apparemment, on va aux élections.
M. Atanga Dia dit ce qu'il a dit hier, mais il sait qu'il n'y aura pas comme en 2018, élection dans le nord et sud-ouest, il y aura des résultats électoraux. Est-ce qu'il est sérieux vis-à-vis de la communauté anglophone elle-même de penser aujourd'hui qu'on peut, là où il y a les ghost towns et autres, qu'on peut organiser une élection là, que les gens de là-bas peuvent transmettre leur pouvoir? Non, il n'y aura personne. Donc il faut être sérieux avec les Camerounais dans ces conditions-là. Très bien. Vala Bertrand Bessala, question à caractère technique. On se dirige où? Quelle est la prochaine étape de ce processus électoral? Les listes devraient être publiées et puis on engage le contentieux pour ceux qui ne seront pas contents. Et après le contentieux, on attend la période de campagne à partir du 25-26 janvier, c'est tout. Non, je veux simplement dire que ces affaires de grand dialogue et tout ça, si vous voulez mon avis, c'est la gnognotte. Excusez-moi du terme. Je l'ai toujours dit, Vraiment, le président n'a pas besoin d'une semaine pour arrêter cette affaire de crise anglophone. Cette affaire de crise anglophone, ce n'est qu'une affaire de mal-être. Cet entourage autour de lui, là, qu'il s'en débarrasse. Des gens qui sont là depuis Mathusalem, je suis content d'avoir mon père qui est là. Je l'appelle mon père et je vais vous expliquer pourquoi. Quand moi j'étais encore tout petit à la Cité Verte, il était encore maire de Yaoundé 2. Il doit faire partie des gens qui sont dans l'entourage présidentiel. Devant moi. Maintenant, il est député, je suis un des administrateurs civils, j'ai même déjà créé un parti politique, il est toujours là. Je prends un simple exemple comme ça pour vous faire savoir que, en fait, les Guy s'est arrêté. Les Guy s'est arrêté et il faut changer. On a les mêmes gens. Quand on ne peut plus penser, il faut savoir changer. C'est ça le véritable problème du Cameroun. Dans la zone anglophone, c'est les mêmes gens. Les grands noms, les Tandem Mouna, les Akere, les machins, les ceci, qui ont été tellement de choses dans le temps. Et donc les enfants, ils se sont multipliés, continuent à dominer cette zone-là. Ces parents, ces paysans, ces cultivateurs de cacao, de café, ont élevé des enfants, ils en ont fait des docteurs qui manquent de travail aujourd'hui, qui n'ont pas de visibilité. C'est ça le véritable problème du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, ces affaires de statut spécial et tout ça, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, si le MSC réussit cette cabale communicationnelle avec ses ambazoniens, j'exprime comme ça entre guillemets, c'est justement parce que le gouvernement en place et le président se refusent de se plier au vent du modernisme et du changement. Parce qu'en fait, on n'a même pas besoin de tout ça. Il faut absolument aller là-bas. Il faut régler les problèmes des gens. Je vais dire par exemple ce que vous appelez la grande caravane. J'ai appris qu'il y a des gens qui se baladent partout au pays. C'est le Jouvence a été le seul parti qui a proposé cela pour le grand dialogue. Nous avons vérifié toutes les propositions de ce parti, mais le gouvernement, comme on le sait, ne sait pas reconnaître qui a même fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Mais ce n'est pas l'idée qu'on avait laissé filtrer. Parce qu'il était question pour nous de penser qu'avant d'arriver au grand dialogue national, qu'on puisse d'abord, que ces élites-là, avec les grands chefs, aillent sur le terrain écouter les populations et que l'on ramène plutôt les propositions, les désidératas du terrain vers le centre, dans le grand dialogue, et que ce soit cela le grand amour lors du grand dialogue. Ce n'était pas l'inverse. C'est-à-dire que des gens viennent s'asseoir, comme il disait tout à l'heure, une grande foire, et puis décider de on va faire session, on va faire cela, et puis on va informer les gens sur le terrain. Oh que non! Si vous prenez par exemple Yomodjok, attendez, je mets quiconque au défi que cette caravane-là ne va pas traverser Yomodjok, parce qu'effectivement, même les autorités administratives ont des difficultés, même les soldats que vous avez, ils ne peuvent pas aller à Yomodjok, parce que pour y aller, vous êtes obligé de faire le fleuve, passer par le Nigeria, par voie d'eau, par plan d'eau, pour arriver là-bas et refaire le chemin inverse. C'est difficile. Il faut absolument que nos aînés comprennent que le changement, ce n'est pas les grandes décisions qu'on prend à Yaoundé. Le changement, c'est d'aller sur le terrain, là où ça fait mal, rassurer les populations et changer des figures. Très bien. Aladji Baba Garba, vous êtes maire depuis combien de temps? Depuis 7 ans. Vous comptez continuer? Absolument. Vous n'avez pas entendu le son de cloche. Vous êtes un jeune vieux ou un vieux jeune? Parce que ça fait partie des préoccupations qui ont été énoncées par Vala Bertrand Bessala. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec M. Bessala. Il faut renouveler la classe politique. C'est l'une des solutions sine qua non. Au Calabodé, le MSC, c'est ça aussi. Le MSC n'a pas ce type de problème. Vous savez, c'est un vivier de jeunes talentueux qui ne demande qu'à prendre la place qui leur a été volée le 7 octobre 2018, simplement. Donc, je profite donc de l'occasion pour dire qu'il y a des gens qui ont parlé ici du refus ou de l'incapacité de prolonger le mandat. Pendant que vous ne voulez pas prolonger le mandat, vous consacrez la sécession. Il est comme Gala dit, clairement. Vous faites comment? Vous organisez une élection sans le nord ou le sud-ouest. Dès que vous avez validé cette idée, vous avez validé l'idée de la sécession. Et nous ne voulons pas être complices de cette volonté affichée de M. Biya et de ses amis de séparer le Cameroun, de diviser le Cameroun. Je crois que j'ai l'impression qu'il y a un agenda caché, des gens qui tiennent aujourd'hui le pouvoir de casser le Cameroun en deux.
il faut bien que ces gens disent pourquoi ce refus acharné d'intégrer qu'il faut d'abord résoudre le problème du Nord et du Sud et donc d'intégrer les Camerounais de ces régions à la mise en œuvre, à la pratique de la gouvernance démocratique avec eux. Donc le plan B a changé de camp. Alors, le plan B a donc changé de camp. Et donc j'avais un plan B, le plan B du côté de mes amis du RDPC. C'est vous qui attentez à l'intégrité du territoire. Je vous en prie, l'un des militants du RDPC, pour ne pas le nommer, Pascal Charlemagne et Sangayani, pour chuter, oui. Pour chuter, oui. M. Biya, contrairement à ce que M. Bessal a dit, ne peut pas être la solution à ce problème, puisqu'il est le problème. Très bien. Depuis les années. Oui. Et on vous a compris. Il y a un témoin de l'histoire qui nous a dit que, je crois en 72, je ne sais pas en quelle année, il y avait une commission constituée. Il y a 3 suivants de cette commission, M. Abou Mathieu, M. Biya et Mme Ndjema. Qui s'attribuent. Et donc, si des gens avaient le souci de préserver l'intégrité du territoire, intégrité pour laquelle M. Kamto a consacré 17 ans, malgré les dénégations et le mépris du RDPC, intégrité pour laquelle les gens... Pourquoi est-ce que ces gens se battent plutôt pour diviser ce pays? Très bien, on vous a compris. Je vous en prie. Alors, Jean-Simon Ngola. Je ne voudrais pas être polémiste. C'est pas de la polémique, c'est la réalité. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Merci, Okala. Monsieur Okala. Non seulement vous prenez la parole, vous devez finir pour qu'on conclue. Je voudrais vous dire que vous ne pouvez pas dire que M. Kamto a consacré, il a travaillé dans ce projet et tous les Camerounais lui en savent vrai. Non, mais il a également été ministre. Il a été ministre pendant 7 ans. J'ai moi-même effectué des missions à l'étranger avec M. Kamto qui était alors ministre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois qu'il faut saluer le doigté et la qualité de la diplomatie du président Paul Biya. Je voudrais vous rappeler qu'il y a eu une sécession en Afrique, au Nigeria à côté, dans les années 70. Cette sécession-là a été reconnue par le Gabon, par la Côte d'Ivoire et par 4 autres pays. La sécession... La guerre du Biafra. Mais pas par le Cameroun. De la République virtuelle d'Amazonie n'a été reconnue par aucun pays au monde. Si vous m'en citez un, alors je vote pour la MRC dès la semaine prochaine. Très bien. Voilà qui... Il y a une ville au Brésil, là. Il y a une ville au Brésil qui vient de reconnaître l'État d'Amazonie. Non, il est aussi important de rappeler que des élections se sont déroulées dans les pays où il y a les mêmes problèmes. Bien entendu, l'Espagne... Que ce soit même en Espagne... Le Congo ou même dans d'autres... Non, c'est partout. On n'a pas besoin de revenir dessus. Il n'y a pas de sécession armée Mais c'est un faux problème. Je voulais quand même finir. Monsieur Okala, je voulais quand même finir. Je vous en prie, permettez à Jean-Simon Ngola de conclure. Nous allons également mettre la clé sur le paillasson. De balayer d'un revers de main et de qualifier le grand dialogue national de foire. Oui, c'est une foire. Je ne partage pas. C'est le congrès extraordinaire du RDPC. C'est faire partie. C'est une grande foire. C'est faire. Il y avait beaucoup d'argent là-bas. Non, c'est montrer beaucoup d'arrogance et beaucoup de condescendance pour toutes ces personnes qui ont travaillé. Des personnalités à la fois intellectuelles et même gouvernementales et j'allais dire politiques. Messieurs, infiniment merci. Malheureusement, le temps nous tient à la gorge. Monsieur Okala Ebodé. Je vous en prie. Monsieur Okala Ebodé, le temps nous tient manifestement à la gorge. Nous aurons l'occasion de poursuivre ce débat comme chaque mardi quand il est 21h30 sur Canal International avec corps électoral. Merci infiniment à vous d'être venu. Monsieur Okala Ebodé, l'un des membres du directoire du MAC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Merci à Dr Ile Kamga, il est un expert des questions électorales. Merci bien entendu à Aladji Baba Garba, il est le président du comité directeur de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, mais aussi de la commune des Eka. Merci infiniment à Valère Bertrand Bessala, administrateur civil des formations et des fonctions, mais surtout aujourd'hui président national de ce mouvement Jouvence, c'est un parti politique. Autant que nous disons infiniment merci à Jean-Simon Ngola, député RDPC à l'Assemblée nationale. On lui souhaite d'être réinvesti pour qu'on le voit encore à l'hémicycle de Ngouakele. Cette émission est terminée. C'est avec le concours, bien entendu, de la grande équipe que dirige Parfait Zambo au niveau de la réalisation. C'était corps électoral. Merci d'avoir suivi. Bonsoir et restez en compagnie des programmes de Canada International. Le prochain rendez-vous, c'est mardi quand sera 21h30. Bonsoir.